Bien le bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Oh, une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on festoie quelque chose et c'est le passage de la barre des 3000 abonnés. Et ouais, nous sommes 3000 sur cette chaîne, c'est génial, c'est énorme, c'est fantastique. Ça a pris son petit temps évidemment, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que la chaîne existe, mais quand même on est à 3000, c'est énormissime. C'est-à-dire 3000 personnes qui ont cliqué sur s'abonner et sur la cloche. J'essaie de faire de la pub, vous voyez. Non, et sur la cloche, et qui ne se sont pas encore désabonnés, ce qui est déjà extraordinaire. Bon, par contre, c'est vrai qu'après, j'arrive encore à faire des vidéos qui tapent dans les moins de 50 vues, mais ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, on est déjà 3000, ce qui fait qu'on arrive peu à peu à intéresser les gens. Comme vous le savez, le but de la chaîne, c'est quand même de parler de films grand public, et de temps en temps, d'essayer d'amener des petites choses en plus, évidemment, dans ce que je connais moi, dans ce que j'aime moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça s'appelle de la corruption. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. Comme vous le savez, de temps en temps, quand on passe un cap important, là c'est un cap important, je suis obligé de le marquer, je continue un petit peu ma présentation DVD. Présentation DVD, pas Blu-ray, pourquoi? Parce que j'ai des DVD, pas de Blu-ray, et ce qui importe, c'est le film. Que le film soit en Blu-ray, en VHS ou ce que vous voulez, l'important c'est le film, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, ce film, qu'est-ce qu'il vaut? Ah tiens, je connais pas, peut-être je vais aller jeter un petit coup d'œil. Rappelez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure sur le fait d'essayer d'intéresser les gens. Comme vous le savez aussi depuis un moment, ma game room, non, ma watch room, on va dire. Non, mes armoires pour ranger les DVD, c'est le Dahua depuis plus de 20 ans. Et donc au début, je les ai bien rangés, et ensuite c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, je vais vous présenter des films d'un réalisateur que j'adore, j'ai plein d'autres films de lui qui sont rangés quelque part, bien ordonnés, mais celui-là, ben, j'avais plus la place, donc je suis obligé de le ranger dehors. Donc à la base, c'était censé être un peu plus les drames chinois et tout ça, mais finalement, comme c'est compliqué, j'ai décidé de présenter aussi ceux qui sont à l'extérieur, donc je pense que je vais d'abord finir de présenter tous ceux qui sont pas rangés, et ensuite ce sera beaucoup plus suave, et juste de présenter ceux qui sont rangés. Alors on commence tout de suite, et je vous propose de partir pour la Corée, avec ce film, Legend of Ginkgo, avec un éditeur qui à l'époque a sorti quelques films pas très bons, les films qu'ils ont sortis, l'éditeur en lui-même, plutôt correct, hein, l'édition, je veux dire, faut dire les choses comme elles sont, l'éditeur en lui-même plutôt correct, hein, mais ouais, voilà. Le film en lui-même, donc, c'est un film pré-Shiri, pour ceux qui savent, Shiri, c'est un film qui a fait boom au niveau du box-office et qui avait relancé l'industrie du cinéma coréen. Et ce film, c'est un film qui date d'avant, ça se ressent, c'est pas dégueulasse. À savoir que c'est un 2, Ginkgo Bed 2. Personnellement, j'ai pas vu le premier. Celui-ci est censé être meilleur que le premier, pour ça que j'ai regardé celui-ci. Vu qu'il m'a pas spécialement non plus emballé, j'ai pas regardé le numéro 1. C'est pas mal, mais voilà, ça s'oublie vite fait, on va dire. Corée toujours, ladies and gentlemen. Musa the Warrior, la princesse du désert, avec l'actrice chinoise Zhang Ziyi. J'adore ce film. Ce film, pour moi, il est extraordinaire, il est excellent. C'est un film historique. C'est pas un film d'arts martiaux, mais c'est un film historique avec des batailles, petites batailles, évidemment, question de budget, d'époque et tout ça, mais qui fonctionne très bien sur une troupe de soldats qui ont l'honneur au fond d'eux, et qui sont obligés d'accomplir une mission et d'aller au bout de leur mission, même si elle est kamikaze, etc., etc. Ce film est une pépite. Il faut le voir, ce film. Franchement, c'est très, très, très bon, ce film. Ça, il faut le voir. Autre film coréen, un peu du genre bataille, truc un petit peu plus moderne, War of the Arrows, il y a un S, en vert en plus, vous voyez, ça fait Arrow la série. Non, blague à part, je l'avais vu avec un pote la première fois, et j'avais trouvé que c'était, comment dire, excellent. Je m'attendais à un truc pas terrible, parce que certains cinémas asiatiques actuels me gavent un peu, surtout quand ils font des films un peu, pas forcément blockbuster, mais un peu plus friqués, un peu plus grand public, ça me gave un peu. Bah celui-là, je l'ai trouvé excellent. Franchement, excellent. Voilà, à regarder, c'est très sympa. Des bonnes batailles et tout, très sympa. Des bonnes batailles, je dis ça. On reste en Corée, j'ai le choix. The Chaser, un polar, un thriller coréen assez sombre, qui s'amuse à inverser certains codes, ainsi l'assassin est trouvé d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on le découvre. Et c'est pas que c'est lui qui se rend, comme dans Seven, on le capture. D'entrée de jeu, il avoue ses crimes, et pourtant, le film fait presque 2 heures, et il est excellent, il arrive à maintenir le suspense, ça fonctionne très bien, à regarder absolument. Donc comme vous voyez, il a reçu, si je dis pas de bêtises, le Grand Prix, voilà, Action Asia, au Festival du film asiatique de Deauville, c'est pas pour rien, et il était au Festival de Cannes en sélection officielle, sélection hors compétition, sélection officielle hors compétition. Mais pour vous dire, c'est un bon film, faut le voir ça. C'est assez connu, mais il faut le voir. Corée. Oui. Crying Fist, édition Show East. Une édition, en fait, c'est une couverture un peu comme ça qui fait stylé, mais en fait, la boîte en elle-même, c'est juste une boîte de DVD, quoi. Crying Fist, film de boxe coréen très très bon, une espèce de double Rocky, si vous voulez, puisqu'on suit le destin de 2 personnages qui n'ont rien à voir.
qui ont chacun leurs difficultés, chacun leurs démons, et puis à la fin ils vont se retrouver sur un ring, Crying Fist, excellent. Ayez pas peur avec la coupe de cheveux du mec, c'est que le début du film, après il se rase la tête. C'est un gars bien après. À voir ce film, très très bon. Peut-être une petite longueur sur la fin, faut dire les choses comme elles sont, mais très très bon. C'est d'ailleurs un film qui est réalisé par le réalisateur de City of Violence et de Arahan, par exemple, des films qui ont une certaine réputation. On a entre autres l'acteur Choi Ming-sik, comment il s'appelle ce réalisateur déjà? J'ai plus le nom. Ryo Seung-wan, voilà, à voir ça. Alors, un film chinois, si je dis pas de bêtises, voilà, que je me rappelle plus. En fait, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Il avait très bonne réputation, il m'avait pas spécialement emballé, c'est ça le truc. Il faudrait que je le revoie maintenant que je suis un peu plus vieux. Une très bonne réputation, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. L'avantage d'avoir plein de DVD, c'est qu'on peut en revoir plein. Hong Kong. Mad Detective édition CTV. Oh, CTV, cet éditeur, qu'est-ce qu'il me manque? C'est avec lui que j'ai découvert le cinéma coréen. Hein. Tac. Édition simple, mais toute belle. Mad Detective, c'est un film que j'avais vu dans un premier temps dans un festival. C'est un film assez simple dans le sens où c'est une histoire, une enquête policière assez classique. Mais avec, si vous voulez, une espèce de Sherlock Holmes, c'est-à-dire un détective un peu... Mais sauf que lui, il n'est pas un peu... Il est complètement... Genre, il parle tout seul, il est complètement taré, puis des fois, il a des illuminations comme ça, il trouve des réponses. C'est un très beau film, avec une fin, avec des miroirs qui nous rappellent The Longest Night, un excellent polar aussi. Donc, c'est, comment dire, peut-être pas le plus grand des polars, parce qu'il a ce côté enquête, mais il est quand même très bien foutu, puis il est quand même réalisé par Johnny To, qui est quand même un peu une figure du polar de Hong Kong. Johnny To, Tsui-hark et Ringo Lam. Triangle. Alors Triangle, c'est un délire, c'est un cadavre exquis qu'ils ont fait, c'est-à-dire Tsui-hark réalisait la première partie du film, ensuite l'autre, sans rien savoir, il se retrouvait à avoir la première partie, c'était à lui de se démerder pour faire la partie du milieu, et donc ça c'était Ringo Lam au milieu, et à la fin c'était Johnny To. Alors, c'est plus une expérience qu'un grand film, faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est pas, wow, on a réuni pardon, les trois plus grands réalisateurs de polar et tout, donc ça va être le meilleur film du siècle. Non, c'est plus un délire, faut dire les choses comme elles sont. Il est sympathique quand même, la première partie, tu te rends compte quand même que Tsui-hark, il maîtrise vachement bien, c'est vachement cool pour comparer, hein. Il maîtrise vachement bien la caméra et tout, puis on voit qu'il s'amuse à planter des petites graines. Ringo Lam, il est un peu la ramasse, mais je pense aussi qu'il n'était pas aidé par le jeu, parce que c'était celui du milieu, vous voyez. Donc il devait continuer l'histoire, mais pas la conclure non plus, c'est ce qui pouvait se permettre d'ajouter des trucs. Bon, la partie Ringo Lam, elle est pas forcément géniale. Et à la fin, on a la partie de Johnny To, et Johnny To, il envoie tout bouler. Il dit, allez, fiesta. Voilà. Et je pense qu'ils se sont amusés à le faire. Et voilà, ça reste une expérience, et comme j'ai dit, intéressant pour comparer, plus qu'un grand film. Japon. Shinobi. Alors, un film tiré d'un manga qui s'appelle Basilic, que peut-être les gens connaissent, puisqu'on est en France et les gens connaissent bien tout ça. Un petit film que j'aime beaucoup. C'est pas un grand film, généralement, les adaptations de manga, vous savez que c'est pas trop mon truc. Là, comme il y a un côté dramatique et un côté romantique, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est une espèce de Roméo et Juliette entre deux clans de ninjas qui doivent se friter sur la gueule. Et alors, c'est très manga dans le sens pouvoir, machin, il y en a un qui se régénère parce qu'il a des vers de terre et tout, un peu comme l'habitant de l'infini. Mais dans le genre, j'ai trouvé que, voilà, c'était un bon. Pour la petite histoire, au Japon, j'avais vu une édition Masta Collector, un truc de fou. Et vu le prix des DVD au Japon, ou un truc comme ça peut vous coûter 400 boules, j'ose pas imaginer. Hong Kong, toujours avec le coffret, il est là. Wong Kar-wai, donc qui contient Nos années sauvages, Chungking Express, Les anges déchus et Happy Together. Je vais être honnête avec vous, ce coffret, je l'ai acheté juste après avoir vu ceci, In the Mood for Love, qui pour moi est une bombe atomique de réalisation, de la musique est somptueuse, les acteurs sont fantastiques. Le film pose des questions intéressantes. Je suis amoureux de ce film, I'm in the mood for love of this movie. J'adore ce film, et du coup, je me suis acheté le coffret Wong Kar-wai, j'ai foncé m'acheter du Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, je suis pas ultra fan, c'est pas trop mon type de cinéma. Encore une fois, c'est un film qu'il faudrait peut-être que je revoie, que j'ose redécouvrir maintenant que j'ai un petit peu mûri depuis l'époque quand même, donc à revoir malgré tout, mais c'est vrai que je suis pas le plus grand fan, ça reste quand même un réalisateur à recommander. Wong Kar-wai, c'est-à-dire même si comme moi je suis pas fan, je peux pas vous dire ne regardez pas du Wong Kar-wai, parce que c'est quand même un gars qui est très réputé, et il est capable de faire des très bonnes choses comme ceci, 2046, qui est donc la suite de In the Mood for Love, un petit peu moins réussi qu'In the Mood for Love, peut-être la surprise en moins, mais celui-là par contre je l'aime bien, je l'aime beaucoup même, je trouve qu'on retrouve cette ambiance, cette mise en scène, un peu moins réussi, mais malgré tout très très bon quand même. À voir, à voir, à voir, à voir. Le Dernier Empereur. Ouais, je sais, c'est pas un film asiatique. C'est italien comme truc. Et d'ailleurs, le souci, c'est que la VO, elle est en anglais. Et quand t'es dans la cité interdite, il y a que des Chinois avec le mec qui font « Hey, you,
What are you doing? Moi, ça me poule les tympans. Il n'empêche que ce film, si je l'ai rangé là-dedans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est très bon, et il a vraiment un petit air, je trouve, de film chinois, à la Chen Kaige, à la Zhang Yimou. On va passer chez eux tout de suite après. Il a vraiment cette envie de coller à ce genre d'ambiance-là et tout ça, et ça fonctionne très très bien. Au passage, si je dis pas de bêtises, il a eu l'Oscar du meilleur film. À voir absolument. Hong Kong, Phantom Lover, qui est un remake d'un vieux film chinois en noir et blanc, qui est donc une version hongkongaise, dans ce cas-là, du Fantôme de l'Opéra, interprété par Leslie Cheung, donc un acteur qui était aussi chanteur, qui chante très bien dans le film, les musiques sont vraiment sympas et tout. J'en garde un très bon souvenir de ce film, il faut que je le revoie. Au passage, édition HK Vidéo, à savoir qu'HK Vidéo, ils ont eu plusieurs formats. Hein. Tac, là ici, je sors le truc. Ça c'est moi, je le garde toujours. C'est ce qu'il y avait à la base à l'arrière du DVD, hein. Moi je le garde. Hop. On ouvre là-dedans, et qu'est-ce qu'on a? Oh, le film. En effet, le film, et un petit peu de littérature, avec des images en général, un petit peu de littérature, histoire de faire genre, nous sommes intellectuels quand on parle du film. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, ils le disent ici, vous voyez, le Fantôme de l'Opéra chinois, un somptueux conte gothique signé Ronnie Yu, c'est vrai, réalisateur du Maître d'Armes, avec Jet Li, avec Leslie Cheung, dans l'un de ses plus grands rôles, j'allais dire une des plus grandes stars, ce qui est aussi le cas, une des plus grandes stars. Donc ouais, j'ai envie d'inventer du texte. Oh, y a un autre gros beau coffret HK Vidéo, Ladies and Gentlemen, le Syndicat du Crime de John Woo. Bah, c'est ça que je vous disais, que j'ai tous les John Woo, mais celui-là... Alors, le coffret Syndicat du Crime, c'est donc les 3 Syndicats du Crime, la trilogie Syndicat du Crime, qui n'est pas une vraie trilogie Syndicat du Crime. Encore une fois, regardez-moi ça, c'est beau ce truc. Du texte avec beaucoup d'images, hein, on va pas se mentir, beaucoup d'images, histoire de faire les intellectuels quand on parle de tout ça, avec les DVD ici à la fin. Et donc on a les 3 films, Syndicat du Crime 1 de John Woo, Syndicat du Crime 2 de John Woo, Syndicat du Crime 3 de Tsui Hark. Je rappelle que Syndicat du Crime 3, c'est un pré-remake d'une balle dans la tête, dans le sens où John Woo voulait faire une balle dans la tête, Tsui Hark a dit nanana, et quand John Woo est allé faire une balle dans la tête, bah Tsui Hark il s'est vexé, il a dit bon, puisque c'est comme ça, j'adapte ton histoire avant, toi. Sympa les potes, hein. Quoi qu'il en soit, le premier Syndicat du Crime est excellent, c'est pas encore le grand et puissant John Woo, gunfight et tout ça, mais c'est quand même très bon. Le second, il y a les gunfights, mais on perd en scénario, parce que forcément... l'histoire, comment dire ça, ouais, on trouve des frères jumeaux à des personnages, histoire de justifier que les acteurs reviennent et tout, voilà quoi. Mais le premier reste très très bon. Et d'ailleurs, au passage, Syndicat du Crime 3 est un très bon film aussi. Hong Kong, Thaïlande, un petit peu d'horreur, The Eye, l'original, évidemment, des frères Pang, qui étaient en Thaïlande à ce moment-là. J'en ai fait une petite vidéo pour Halloween, allez jeter un petit coup d'œil. Comme ça, vous savez ce que je pense du film, nanana. Alors, le J-Horror Show Theater, c'était une série de films, J-Horror, excusez-moi, qui est un peu comme Les Maîtres de l'horreur, vous savez, la série américaine où ils contactaient des spécialistes, des acteurs, des réalisateurs reconnus dans le domaine, et on leur donnait un budget, puis ils faisaient un téléfilm. Là, c'est pareil, sauf que ça sortait au cinéma. Je les ai pas tous, j'ai le 1, le 2, le 4, le 5, comme vous savez lire, j'ai le 1, ah oui, il semblait pas que j'avais le 1, c'est marrant. Je dis ça parce qu'il y en avait un, c'est le réalisateur de Ring qui l'a fait, c'était un coffret comme ça, mais il était blanc alors qu'ils sont plutôt noirs, et je l'avais pas pris. Je vais pas vous mentir, je suis pas fan du cinéma d'horreur japonais, dans le sens où il me fait pas peur. Et s'il me fait pas peur, bah forcément, voilà, ça pose un petit peu des soucis. N'empêche que je les ai, et qu'il y en a qui sont intéressants. Il y a Infection, je le trouve plutôt intéressant. Donc il est réalisé par Masayuki Ochiai, voilà exactement. Plutôt intéressant, je crois que c'est pas le préféré des gens, mais moi j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout. Réincarnation de Takeshi Shimizu, le réalisateur de The Grudge, donc Ju-On, l'original. Quand je dis qu'ils ont fait venir des gens bons, je vais dire, voilà, des gens de qualité, puisqu'on a aussi des réalisateurs comme, je vais prendre celui-ci d'abord, Kiyoshi Kurosawa, réalisateur de Cure, entre autres, qui nous fait ce film-là, et c'est pas mal. Je sais lequel, où il y a un truc, un hommage à Kubrick, où ils sont dans un hôtel, je sais plus lequel, vous voyez, comme ils sont un peu dans le même pack, et que je les ai vus sur des jours très rapprochés. Sinon, il y a celui-ci, Prémonition, donc de Norio Tsuruta, donc le réalisateur de Ring Zero. J'en ai fait aussi une vidéo pour Halloween. Jetez-y un petit coup d'œil, sait-on jamais. Horror Show, toujours, Ju-On de Grudge, toujours HK Vidéo, hein. Éditeur. Je suis fan d'HK Vidéo, si vous ne le saviez pas, hein. J'adore cet éditeur, c'est mon chouchou HK Vidéo. Ils ont aussi sorti le 2. Ce qui est très très fort là-dessus, c'est bien sûr qu'ils ont que le coffret est beau, qu'il est brillant, que la qualité d'image a été restaurée, etc., que c'est HK Vidéo, c'est-à-dire c'est un travail d'orfèvre.
Mais le bonus que je trouve, entre guillemets, le plus intéressant, mais qui peut-être, paradoxalement, peut-être le moins pour d'autres personnes, c'est qu'en fait, ils ont inclus le téléfilm d'origine dedans. Parce qu'à la base, je rappelle que The Grudge, c'est un téléfilm japonais. Donc, un téléfilm japonais, une suite en téléfilm japonais, ensuite le premier film au cinéma japonais, Shimizu, il a passé sa vie à refaire le film, et puis évidemment, là-dedans, on a des interviews, etc., des making-of. HK Vidéo, je vous dis, c'est bien, HK Vidéo. Je le fais mal. Pas si mal à la fin. Pas si mal sur la fin. Coffret de la mort qui tue HK Vidéo. On part à Hong Kong. La trilogie Swordsman. Alors, il y a Jet Li sur la couverture. Jet Li n'est que dans le deuxième film, hein, pour la petite histoire. Trilogie Swordsman, c'est l'hommage de King Hu par Tsuark, dans le sens où il a demandé à King Hu de réaliser un film en hommage à son propre cinéma. Et comme il n'a pas aimé ce qu'il a fait, il l'a viré sur le tournage d'un film qui devait rendre hommage à son propre cinéma. Et ensuite, il y en a plein qui se sont succédés, entre autres Tsuark, entre autres Shing Su-tung. Le deuxième est réalisé par Shing Su-tung tout court, mais pour vous dire que c'est un petit peu le dawa. C'est un très bon film qui a renouvelé le wuxiapian, très aérien, justement, comme à l'époque, post-il était une fois en Chine, où les mecs se battent à coups de ki, c'est des kung-fu très, très modernes, Shing Su-tung, hein, en plus. Ou dans le troisième, par exemple, qui n'est pas vraiment une suite, en fait, c'est plus un spin-off, puisque son vrai nom, c'est East is Red, qui met en avant un autre personnage en avant, et qui se battent à coups de bateaux à des moments, mais quand je dis des bateaux, c'est avec du ki, boum, ils se le renvoient dans la gueule, enfin bref, c'est fou, c'est une réalisation d'époque. Accrochez-vous bien pour suivre le scénario, mais quand on est dedans, c'est pas mal, les musiques sont bien, et puis les combats sont cool, et l'édition, HK Vidéo, je suis fan d'HK Vidéo, je le répète, hein, je suis un vendu d'HK Vidéo. C'est pas la musique du film que je suis en train de faire là. Là ici. Voilà. Et donc là ici il y a que du texte ou il y a que des images là-dedans. Là il y a que des images. Et ici nous avons donc l'autre avec The DVDs. D'accord. Celui-là il doit y avoir le DVD à la fin en fait. Je dis n'importe quoi. Même pas. Je sais pas où sont les DVD. On va essayer de tout péter. On va essayer d'éviter de tout péter. Là, il y en a un. Là, il y en a un autre. Et l'autre, il est là-devant. Et ici, on a du texte. Hong Kong, toujours. On revient à Johnny To. Vous vous souvenez, Mad Detective, avec la Vendetta, Vengeance. Mais c'est Optique 2000. Oui, en effet, avec Johnny Hallyday. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, ce film, quand il est sorti, ils en ont parlé beaucoup chez nous pour essayer de le vendre. Johnny To reprend un style de mise en scène qu'il avait dans Exiled, donc Exiled, c'est-à-dire un côté très western italien, très poseur, très on se regarde et tout. Alors le film n'est pas parfait, il se tape des délires, Johnny To se tape un peu des délires, mais il n'empêche que c'est quand même vachement bien foutu et tout. Le point faible niveau acting, c'est monsieur, qui a certes une bonne gueule, certes une certaine présence, un certain charisme, mais niveau acting, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour la petite histoire, à la base, c'était comment il s'appelle, Alain Delon, puisque le personnage s'appelle Costello, mais il a refusé le rôle. Costello, comme dans le Samouraï, je disais donc. Il n'empêche que le film est vachement bien quand même, je vais y arriver. Les deux DVD, tac tac, et encore une fois, histoire de faire genre, on comprend quelque chose. Alors, cela changeait quoi pour vous de tourner principalement en anglais? Pour moi, rien, voilà, par exemple. Polar de Hong Kong, toujours, maître du polar de Hong Kong, on l'a déjà évoqué dans Triangle, Ladies and Gentlemen, Ringo Lam et son duo de films Prison on Fire. J'adore le premier, Prison on Fire, qui parle vraiment de vivre en prison et tout ça. Un peu moins le second, qui est un petit peu plus classique, qui parle d'évasion et compagnie. Je suis un petit peu moins fan, j'avoue que le 2 m'a un petit peu déçu, mais le premier. Et qui est l'éditeur? Posez-vous la question, hein, HK Vidéo, forcément. J'adore HK, j'ai déjà assez dit, mais je leur fais de la pub. Parce que la dernière fois qu'on a parlé de DVD sur un live, qui était pas sur ma chaîne, il y en a, il a dit « Ah non, mais j'achète plus les DVD. » Non, je plaisante. Surtout qu'il va se reconnaître. Donc voilà, HK Vidéo, c'est la vie. Et ben on repart chez Johnny To avec un duo de films. Élection 1 et Élection 2. Comment on prononce élection en japonais? Vu que les L deviennent un peu des R. J'en ai aucune idée. Bref, film de mafieux, hein, vraiment sympa. Le 2 fait un petit peu répétition du premier. Je crois que c'est d'ailleurs fait exprès pour montrer finalement que les choses se répètent, etc. Mais bon, du coup, ça fait perdre un petit peu de force à ce deuxième film. Honnêtement, c'est très bien. C'est très très bien. C'est peut-être pas les polars les plus jouissifs du monde, mais c'est très bien. Et pour la petite histoire, ils étaient en sélection officielle à Cannes. Voilà. Johnny To, à voir.
continue à Hong Kong avec Jet Li, Fong Sai-yuk. On a fait une vidéo sur Fong Sai-yuk, il me semble. Ouais, peut-être qu'il faudrait la voir. Donc le coffret avec le premier et le second film qui sont aussi sortis à l'unité. Là, on a les DVD. Magnifique DVD rouge. Qu'est-ce que j'aime. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette édition, bordel. Ce genre de truc, tu t'achètes les Blu-ray ou ce que tu veux, tu les mets là-dedans. C'est pas possible. Avec du texte toujours. C'est magnifique. Le 2, je l'aime un peu moins que le premier. Pour connaître à quel point le 1 est excellent, et ben il faut aller voir la vidéo. Surtout qu'elle est bien, la vidéo. Sérieusement. Les Seigneurs de Guerre avec Jet Li, toujours, donc Jet Li. Une réadaptation d'une histoire classique chinoise qui avait déjà été adaptée par Chang-Chi. Un des rares, bon il commence à avoir un certain âge ce film, je ne sais plus quand il est sorti, mais un des rares films à l'époque où Hong Kong était en train de se casser la gueule qui m'avait vachement plu pour la petite histoire ici. De quel côté? Là, ici. Nous avons le film en deux versions, donc la version simple et la version longue. Est-ce que la version longue correspond à ce qu'il y avait à Hong Kong? Je ne saurais le dire, mais en tout cas, la version longue à Hong Kong, je sais, commence avec une scène qui est placée à un autre endroit, il me semble que c'est pas la même. Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit, même la version courte, le film est tout à fait regardable et tout à fait intéressant. Il est vraiment bien ce film. C'est pas un film d'action, c'est pas parce que Jet Li y aura du kung-fu. Voyez là plus un drame historique. Et ça fonctionne très bien. Il faut sauver le soldat Ryan chinois, on va dire, c'est-à-dire un film de guerre avec une assez grosse production. La première partie qui est la guerre est pas totalement folle, hein, on est loin de Spielberg, on est bien d'accord. Et le film, au milieu, il se tape un délire, c'est pouc, il part dans autre chose et ça devient un drame post-guerre. Je dois vous avouer que j'ai pas trop aimé la seconde partie, déjà que la première est pas oufissime, donc vous comprenez que j'ai pas surkiffé le film. Il reste intéressant dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est pas le plus grand film du genre. C'est intéressant de voir un film chinois qui à l'époque avait quand même plus d'ambition et plus de visuel. À revoir un jour, évidemment. Corée. Je dis Corée parce que c'est un mot en japonais, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc ici, tac. Encore la même édition hein, que l'autre, là, vous voyez, ce côté carton, qui donne un côté classe tout en étant une édition assez simple, en fait. Bloody Tie, c'est le polar coréen, comme on en avait, 4 milliards à une époque. C'est polar coréen pas très intéressant, que je laisse regarder, ouais, mais bon, passe partout. Voilà. C'était l'époque où je décrochais un peu de ce cinéma, parce que justement, il commençait un peu à me gaver, à faire toujours un peu les mêmes films. Corée, toujours, dites donc, on est de retour en Corée, avec Silmido. Silmido s'inspire d'une histoire vraie, éditée par Studio Canal, hein, pas l'histoire vraie, hein, je parle le film, qui raconte donc la création d'un commando qui avait été créé avec l'intention de tuer le président nord-coréen. Si le film en lui-même se présente comme une espèce de douce salopard, sur la fin, comment vous dire ça, la fin est excellente. Il faut le voir pour la fin qui vraiment sublime le film. Voilà, j'en dis pas plus. Hong Kong, un petit peu de Kung Fu avec Ip Man, a Legend is Born, Born to be Alive. Kick Faces. Un film qui est sorti suite à la suite de la fameuse saga Ip Man avec Donnie Yen, je l'ai là, c'est pour ça que je regardais si je l'avais sous la main, qui est un film qui pourrait parfaitement faire partie de la saga, c'est-à-dire on a toujours des méchants japonais, originalité.com, mais les combats sont très bons, ils ressemblent à ceux de la saga, je sais même pas s'il est chorégraphié par Samong, mais vu qu'il y a Samong et Yuen Biao dans le film, ça m'étonnerait pas, parce que les combats sont vraiment du même niveau, c'est vraiment très bon comme film. Si vous voulez, il fait pas partie de la saga, mais moi je l'intègre. Très bon ça. Si vous avez aimé Ip Man, évidemment. On va s'attaquer un petit peu à Donnie Yen. SPL, réalisé par Wilson Yip. Excellent polar, il se trouve qu'on en a fait une vidéo. Allez la voir. Il a des défauts, mais excellent polar. Je profite quand même pour dire un petit détail dans la vidéo où je parle de certains soucis de cadrage, et j'ai regardé un peu sur internet à gauche à droite. Semble-t-il que c'est peut-être dû à l'édition DVD. Je dis ça. Legend of the Feast, une suite à la fureur de vaincre, Feast of Legend, c'est pas trop, plus Feast of Legend puisque justement le personnage de Shenzhen est vivant, contrairement à la fureur de vaincre, le costume qui fait référence à Kato parce que Bruce Lee, j'ai pas beaucoup aimé ce film, mais je vous explique. Shenzhen dans la fureur de vaincre c'était un taré qui tuait les gens à main nue, c'était un psychopathe qui perdait tout contrôle, et là il revient, c'est un gars distingué qui se fait passer pour un espion, qui joue du piano, qui danse. C'est pas le Shenzhen que j'ai envie de voir. Malgré que les scènes de combat soient pas folles, faut dire des choses comme ça parce qu'elles sont trop surdécoupées, je dois quand même avouer que dans ce surdécoupage, elles s'en sortent vachement bien. C'est un surdécoupage mais qui arrive à être correct. C'est assez surprenant. Donc niveau baston, je trouve que c'est pas mal malgré tout. Après, ce qui m'énerve, c'est le côté remake de la fureur de vaincre, où on reprend des scènes, machin, encore et encore, avec des méchants japonais très subtils, encore et encore, et finalement, voilà. Pour la petite histoire, au début du film, Donnie Yen gagne la première guerre mondiale tout seul. Pour ceux qui veulent voir ça. Ip Man, la trilogie, Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3. Vous remarquerez que ici c'est M6,
édition plus simple avec un DVD. Et là, c'est, vous savez qui, HK Vidéo. Je profite, hein, tant qu'on y est, hein, parce que tout le monde les a vus, les Ip Man, mais est-ce que tout le monde a une belle édition avec du texte, comme j'ai dit, avec tout ce qui va avec. Tac. Je vais pas vous mentir, je préfère Ip Man numéro 2 à Ip Man numéro 1, parce qu'il reprend il reprend le schéma, mais il se passe des choses qui me parlent plus à moi dans ma vie, personnellement. Dans la première partie, il faut savoir que dans les deux premiers, on a donc ce même schéma, d'abord souci et baston entre Chinois, pour qu'à la fin on se dise « Oh non, mais il faut arrêter de se taper dessus entre Chinois. L'adversaire, il est étranger. Oh, si on allait taper l'étranger !» Et je préfère de loin les premières parties qui rappellent le bon kung-fu classique d'époque. Le 3, lui, il essaye de casser ce schéma, malgré Mike Tyson. Il essaye de casser ce schéma, il a donc des qualités, mais aussi des défauts qui vont avec. C'est un film qui se veut plus intimiste, ce Ip Man 3. Kingdom of War, an Empress and a Warrior. An Empress and the Warrior. And the Warrior. Bref, un film avec Donnie Yen, hein, qui, je crois, n'a pas le rôle principal. Au contraire, il me semble qu'il a même plutôt un rôle de pas super, super gentil dans le film. Je crois que les héros sont plutôt justement Leon Lai et Kelly Chen. Un film qui est généralement pas aimé. Et que moi j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé, pourquoi? Parce que je m'attendais à ne pas l'aimer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un grand film. Mais, par rapport justement à l'époque, c'est l'époque où visuellement les films chinois au niveau du design global, des décors et tout ça, gagnaient un petit peu en puissance. Donc c'était plutôt beau. Le film n'était pas aussi mauvais qu'on me l'avait dit. Mais oui, c'est sûr, c'est pas aussi bon que ça aurait pu. On préfère l'époque d'avant où c'était moins visuel, mais où ça cognait plus. Pour rester dans cette vision où c'est plus visuel et ça cogne moins, il y a celui-ci, très patriote aussi, mais lui au moins ça castagne, et ça castagne bien. Donc si jamais, ça c'est édition Wildside, hein. Très bon éditeur Wildside, hein. Et ça c'est, vous savez qui, d'accord. Donc ce film, il le dit lui-même, le réalisateur, il voulait imiter un peu Titanic, c'est-à-dire une première partie où on présentait les personnages et les enjeux, et une deuxième partie où on se tapait dessus, et donc il comptait toute la partie dramatique, autant dire qu'ils ne vont pas tous survivre, ces bodyguards and assassins. Voilà. Avec Donnie Yen, puisqu'on est dans la partie Donnie Yen. Ça reste quand même un film visuellement intéressant, et avec des fights intéressants, j'aime bien ce film, hein, croyez pas. Pour moi, il est supérieur à celui-ci. Wilson Yip, réalisateur de Ip Man, a aussi réalisé ceci, à savoir Flashpoint, un polar qui manque un peu d'énergie, on va dire, sur une bonne partie du film, mais qui a une scène de baston finale absolument grandiose. Alors le film n'est pas totalement réussi, mais il a quand même des qualités, c'est un peu le souci. Je précise que j'ai d'autres Donnie Yen ailleurs, parce qu'il y en a qui sont pas là, voilà, simplement. Lost Bladesman, Donnie Yen toujours, un film donc qui adapte Les Trois Royaumes, une partie du roman des Trois Royaumes, et dans lequel d'ailleurs Donnie Yen interprète Guan Yu, un Guan Yu avec un physique un peu différent que celui qu'on présente d'habitude, puisqu'il est plutôt enrobé, on va dire, plutôt carré, et Donnie Yen est un petit peu plus svelte, on va dire, dans l'idée. Un film que j'ai beaucoup aimé, les scènes de fight sont vachement cool, et puis bon, c'est les Trois Royaumes, il y a un petit peu de drame et tout, puis j'aime bien découvrir les petites histoires des Trois Royaumes, je trouve ça vraiment sympa. Si vous avez joué à Dynasty Warrior comme moi, vous pouvez kiffer, surtout en vous disant que c'est Donnie Yen. Donc voilà, des bonnes scènes de fight et une histoire sympatoche. Deux noms qui vont revenir souvent, Gong Li et Zhang Yimou, dans un film de Shin Su-tung. En fait, ce film, c'est Les Visiteurs chinois, dans le sens où c'est un chevalier d'époque qui tombe amoureux de sa donzelle meurt, lui, il se fait enterrer, et il renaît des années plus tard dans le monde actuel. Donc évidemment, on a tous les délires, on va dire, de différence dans le temps, etc., etc., de saut dans le temps, et puis il y a, donc il retrouve une réincarnation de sa donzelle, qui est une petite conne, une starlette petite conne. C'est pas un grand film, mais c'est un film sympa qui se laisse regarder. Pas un grand film, malgré le casting intéressant, malgré le réalisateur et le chorégraphe intéressant. Moi je l'aime bien, mais c'est pas un grand film. Mais il est bien. Tsuark, Ladies and Gentlemen, dans la nuit des temps. Ce film, c'est peut-être pas le film le plus connu de Tsuark. Pourtant, il mérite d'être connu. Parce que c'est Tsuark déjà, et parce que ce film, il va à une vitesse, au début, ça prend un petit peu de temps, juste un tout petit peu, le temps de lancer le truc, et quand ça part, il faut savoir que c'est la réponse de Tsuark à Retour vers le futur. Donc lui, je crois qu'il y a du voyage dans le temps, si mes souvenirs sont bons, mais il y a aussi un côté ghost, donc c'est-à-dire quelqu'un qui voit un fantôme, quelqu'un qui est décédé, etc. Ça part dans tous les sens, il y a des effets spéciaux pas forcément toujours réussis, mais complètement fous, qui amènent le film vraiment à devenir très sympa et très fun à suivre. À voir, franchement à voir. Il a repris d'ailleurs dans ce film le couple d'un film qu'il avait réalisé un peu plus tôt, à savoir The Lovers, qui pour moi est le meilleur Tsuark. C'est mon Tsuark préféré,
il y a quand même The Blade, ouais, enfin bref, c'est un des meilleurs Twerk. J'adore ce film, petit chef-d'œuvre, même type d'édition que Phantom Lover que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Vous voyez là, ici on a le texte, on a tout ce qui va avec. Hein. Pour moi, ce film, il est fantastique, c'est un drame historique, de l'amour, de l'humour, de l'homosexualité, peut-être déguisée ou pas là-dedans. C'est très très bon, c'est très très bon. Pour moi, c'est un film magnifique visuellement, enfin bref. Les Amants Papillons, une histoire assez classique qui a déjà été adaptée maintes et maintes fois par le passé, et qui, en dessin animé et autres, et qui est même déjà arrivé chez nous sous d'autres formats, entre autres le dessin animé, dont j'avais vu la pub à la télévision. Twerk les gens. Mon autre Twerk préféré, Shanghai Blues. Shanghai Blues, on te le présente au début, et moi je pensais que ça allait être un drame, vous savez, un drame classique, un peu à la Wong Kar-wai, j'imaginais. Et en réalité, pas du tout, c'est une comédie super drôle, super fun, qui joue beaucoup sur la musique, bien que ce soit pas une comédie musicale, mais il y a beaucoup de musique dans le film. On sait que Twerk a toujours été très proche de la comédie musicale indienne, entre autres sur son Green Snake par exemple, qui ne sera pas là. Avant que les gens commencent à dire « Quoi, t'as pas d'autres Twerk ?» J'ai plein d'autres DVD ailleurs, ça c'est ceux qui traînent, hein, rappelez-vous. Mais voilà, ça c'est très très bien. Franchement, c'est le premier film de la Film Workshop, donc le studio que créera Twerk, c'est de la bombe. Faut dire les choses comme elles sont, c'est de la bombe. Et pour finir cette pile, une comédie coréenne, Attack the Gas Station, qui est une comédie coréenne particulière. Les Coréens, ils ont un truc qu'ils font de temps en temps, je pense à, comment il s'appelait, Guns N' Talks, je crois. Ce sont des comédies violentes. C'est un peu particulier, il faut s'y faire. C'est donc des braqueurs qui braquent une station de service, une station d'essence. Méchamment, ils la braquent vraiment, hein, mais qui arrive à amener peu à peu un côté con qui arrive à ressortir, et qui donc donne cet équilibre un peu compliqué. Je pense pas que ce soit un film pour tout le monde, vous voyez, parce que c'est un peu difficile d'accès. D'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai galéré, la deuxième fois, j'ai adoré. Mais Attack the Gas Station, personnellement, ça a été justement, grâce au deuxième visionnage, une révélation. Voilà, tout simplement. Essayez, intéressant. Et puis c'est coréen, hein. Coréen, c'est à la mode, non? Essayez. Un film coréen que beaucoup de gens adorent, Fighter in the Wind. Je déteste ce film. Je déteste ce film parce qu'il est méga patriote, il passe son temps à dire hey, tu te souviens que le mec il est coréen? Donc pour la petite histoire, c'est le fondateur du Kyokushinkai, Masoyama, qui était en effet d'origine coréenne. Mais là, c'est n'importe quoi. Historiquement, sur la vie du personnage. Patriotique. Chiant. Il n'y a rien de réussi. Les scènes de combat sont différentes des films de kung-fu classiques, elles sont dynamiques, elles dégagent une certaine énergie, je suis d'accord, mais pour le reste, oh là là, moi j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Ah, sérieusement, j'en pouvais plus. Le Kyokushin, il sort de son derrière par rapport à ce qu'il a connu dans les arts martiaux coréens, le fait qu'il ait pratiqué le karaté traditionnel, enfin bref. Je déteste ce film, et pas que juste parce que je connais un peu la vie du personnage, et que c'est vraiment très lourd, je trouve, à ce niveau-là. C'est quand même un film apprécié par beaucoup, mais honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi. Un réalisateur que j'adore, très chinois, un peu comme j'ai dit tout à l'heure avec Bertolucci, c'est à ces films-là auxquels je faisais référence, Chen Kaige, avec entre autres Adieu ma concubine, Palme d'Or au Festival de Cannes, qui est vachement intéressant parce qu'il nous montre un peu les derrières justement du théâtre, enfin de l'opéra de Pékin et compagnie. En plus c'est un drame, c'est très bien réalisé, c'est très Chen Kaige, très chinois, on va dire classique, chinois donc continental par Hong Kong, et c'est très très bon. L'Empereur et l'Assassin, qui reprend un petit peu l'histoire que vous connaissez peut-être dans Héros de Zhang Yimou, c'est la même histoire à la base, avec une Gong Li magnifique. Ce film est plus dramatique, plus critique sur la question, je le trouve fantastique. Je sais qu'à l'époque, tout le monde ne le trouvait pas aussi génial, mais perso, j'adore. Pour la petite histoire, édition Asian Star, tac, de Jean-Pierre Dionnet. Et ceci, c'est une super édition... Thomson Film, que je connais pas, mais il y a de la lecture pour faire genre on est intellectuel. J'aime bien la lecture pour les toilettes. L'enfant au violon, toujours de Chen Kaige, donc là cette fois-ci c'est plus encore un petit drame proche du peuple, plus proche du peuple que les deux autres qui étaient quand même plus ambitieux on va dire en tant que tel. Vous l'imaginez sur un gamin qui a envie de jouer du violon, il est déjà considéré comme un virtuose, la plus grande fierté de son père, etc. etc. C'est très bien ça il faut regarder, c'est très bien. Plus proche du peuple, plus proche de la population, de leur quotidien, on va dire. Et il y en a un autre qui est très fort là-dedans, c'est un certain Zhang Yimou, avec des films comme... c'est mieux dans l'autre sens, non? Riding Alone pour un fils, film qu'il a fait, je crois, si je dis pas de bêtises, après avoir réalisé donc Héros et le secret des poignards volants. Il est revenu à des petits films, parce qu'à la base, il faisait plutôt des petits films, comme ça, proche du peuple, comme j'ai dit, très touchant, très simple, j'ai beaucoup aimé ce film. À voir.
The Road Home, Zhang Yimou, toujours, encore un film proche du peuple, avec une VF où le personnage chinois il parle comme ça, c'est dégueulasse. Regardez pas ce film en VF. Avec la toute petite Zhang Yi, qui je sais pas quel âge elle avait, 12, 13 ans à cette époque. C'est pas le meilleur de Zhang Yimou dans ce genre-là, mais il se laisse regarder. Je trouve qu'il est un peu court dans mes souvenirs. On arrive un peu à la fin du film, on fait quoi? C'est tout. C'est de voir la durée, parce que c'est écrit quelque part. Bref, je trouve pas, on s'en fout. Sympathique, mais pas le meilleur de Zhang Yimou. Pas un de moins. Vous voyez ce qui est écrit ici, là? Regardez. Lion d'Or, Festival de Venise 1999. Ce film, c'est comme Joker. Il a le même titre que Joker. Ça veut dire que si vous avez aimé Joker, faut regarder ce film, puisqu'il a le même titre, le même prix. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui parlait de ça. Pour dire que si on s'intéressait à ce très bon film de Zhang Yimou, lui aussi proche du peuple, quand je dis proche du peuple, je parle du film, c'est l'histoire d'une jeune enseignante dans une école de village qui si elle perd un seul de ses élèves, l'école va fermer dans le village, et comme il y en a un qui est obligé de partir travailler à la ville, elle se retrouve avec un élève de moins, donc elle part à la ville pour faire revenir. Donc il y a tout un sujet sur les écoles dans les villages, etc. C'est très bon ça. Le Sorgho Rouge de Zhang Yimou, un film dont l'édition est assez dégueulasse. Ils ont pris une VHS, ils l'ont mis sur DVD, franchement, voilà. Édition à éviter. Et rien que pour ça, ça m'a niqué le film, vous voyez. Là maintenant, on va rentrer sur du très lourd en ce qui concerne Zhang Yimou, avec Happy Times. Un film toujours proche du peuple, une petite comédie avec une petite touche de drame à la fin, qui commence par un truc un peu n'importe quoi, mais n'importe quoi dans le sens où où le personnage principal passe pour un idiot, c'est une espèce de petit truc à la con, et peu à peu le film tac 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 il devient touchant, il augmente, et il devient super touchant, puis à la fin, boum, j'adore ce film, ça c'est une bombe atomique. Et que dire de ce Zhang Yimou là, épouse et concubine, Lion d'Or au Festival de Venise. Je dis ça, je dis rien, ça c'est de la bombe, ça c'est de la bombe atomique, c'est extraordinaire, ça c'est du très grand cinéma, c'est en Zhang Yimou qui critique l'État chinois, mais en planquant un petit peu tout ça derrière des trucs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est vendue à son mari, qui tous les soirs couche avec une femme différente, et en fait celle avec laquelle il couche le soir, le lendemain c'est celle qui dirige la maison, celle qui est la chef. Donc il y a des guerres pour réussir à obtenir les faveurs du mec, il y a différentes manières de faire, il y a celles qui s'opposent, etc., etc. Donc il y a une petite critique de l'opposition, enfin de comment s'opposer, c'est excellent. Épouse et concubine, il faut le voir absolument. Quand je parle de petits films du peuple, il faut pas croire, hein, proche du peuple et tout ça, ils sont pas chiants du tout, hein. Au contraire, ils sont très... Ils dégagent une énergie très, très simple qui t'attrape et qui fonctionne très très bien. Je suis pas du tout en train de dire que ce sont des films chiants. Et on va finir par un Zhang Yimou, Shanghai Triad. J'ai détesté ce film. J'ai détesté ce film parce que nous avons donc Gong Li, actrice que j'adore, dans un rôle où elle arrête pas de gueuler pendant tout le film, elle arrête pas de faire la chieuse, et au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et j'avoue que j'ai vraiment eu de la peine à rentrer dans ce film. Peut-être qu'il faut que je leur donne sa chance, ça fait sans doute partie de ceux auxquels je dois redonner une chance, mais j'avoue que ça m'a pas emballé comme ça. Un Zhang Yimou qui m'a déçu. Donc vous voyez, j'adore Zhang Yimou, je vous ai présenté plusieurs films que j'ai de lui. Je crois que je vous ai tous présentés, à part les Wuxiapian, genre Héros et tout ça. Mais ce film-là, voilà. Comme quoi, on peut pas tout avoir, mais il faut que je découvre d'autres films de Zhang Yimou. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a fait un petit tour, on continuera la prochaine fois. Merci à vous, je le rappelle, puisqu'on est là pour fêter les 3000 abonnés, c'est quand même beaucoup, c'est quand même bien, donc merci beaucoup, merci de rester abonné, merci de partager, comme ça fait plus de monde. D'accord? Je vous remercie énormément, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, merci.